RTL Matin. Et à 8h16 sur RTL, Yves Calvi, vous recevez donc ce matin une jeune femme de 28 ans, pourtant déjà ex-prof de français et qui publie L'école de la honte. C'est cela même, Vincent. Émilie Sapielac, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français certifié, mais contrairement aux 850 000 enseignants qui rejoignent aujourd'hui leurs établissements, vous ne ferez pas votre rentrée. Vous quittez l'éducation nationale après 3 années décrites comme un véritable cauchemar. Dans votre livre L'école de la honte, ce témoignage vient de paraître aux éditions Don Quichotte. Je vous cite, « Il faut avoir vécu minute après minute dans l'ignorance, la honte, la peur. » Alors de quelle peur parlez-vous ? Alors quand je parle de peur dans les établissements que j'ai connus, je parle de cette peur qui arrive à chaque fois que s'impose une discipline confuse et contre-productive. Il faut savoir qu'au collège, dans les collèges où j'étais, où la violence est présente, on impose une discipline assez importante. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un enfant marche sur la pelouse pour qu'il soit sanctionné. Pour entrer en classe, il doit montrer son carnet de correspondance comme on montrerait ses papiers. Et lorsqu'il y a un événement très grave, comme le racket, comme une violence physique envers un professeur, on punit l'élève en question de quelques jours d'exclusion, mais à l'interne. C'est-à-dire à l'intérieur de l'établissement. Mais ça veut dire que on ne cesse de réclamer plus de sécurité à l'école aussi. C'est ce que montre très bien l'enquête que publie aujourd'hui avec le Parisien RTL. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans un sentiment permanent de peur, de révolte et qu'on se dit ça va exploser à tout moment ? Absolument. C'est ce que vous avez vécu, vous, Oui, Émilie. on est dans un sentiment de peur, d'impunité, parce que la discipline qui existe, elle est omniprésente et trop confuse. Les faits graves ne sont pas sanctionnés comme ils devraient être. Et comme on sanctionne tout et n'importe quoi, finalement, les faits graves sont noyés dans la masse et on ne se sent pas en sécurité. Vous parlez aussi de sentiment de honte. Ça peut surprendre. Pourquoi vous utilisez ce terme ? Oui, j'ai honte. J'ai honte de voir comment on traite les enfants. J'ai honte de voir les conditions dans lesquelles on les fait vivre. Je raconte par exemple qu'un lundi matin, j'arrive au collège et on nous apprend, le chef d'établissement nous apprend que des élèves ont déféqué dans les poubelles des toilettes la veille et que la mesure qui a été immédiatement prise, c'est de retirer les toilettes. Et donc j'ai honte de voir le manque d'éducation des enfants, mais j'ai surtout honte de voir qu'on a renoncé, nous, à les éduquer et on a simplement trouvé comme solution d'enlever les poubelles. Alors vous allez plus loin dans le livre parce que vous dites de toute façon, il n'y a pas de papier dans les toilettes, il n'y a pas de savon et personne ne songe même à se laver les mains. Le plus terrible dans votre livre, c'est la comparaison permanente avec la prison. C'est-à-dire que les profs, les élèves que vous décrivez comme captifs, la classe qui est perçue comme une cellule, est-ce que vous n'en faites pas trop ? Et j'allais vous dire, est-ce que le problème, c'est pas vous ? Est-ce que vous ne vous êtes pas tout simplement trompé de métier ? Comprenez ma question ? La question, ce serait, est-ce que j'avais vraiment la vocation ? On suspecte en général beaucoup les professeurs qui râlent de ne pas avoir la vocation. Je l'avais dans un sens très large. J'étais une bonne élève. On me disait que je ferais un bon prof. C'était une suite logique et ça me plaisait assez, cette idée. Mais je pense que l'enseignement n'est pas un saint. Il n'est pas appelé par Dieu. C'est un travailleur qui doit résoudre des problèmes pragmatiques. Mais ça veut dire que vous ne croyez pas à la vocation ? Je n'aime J'ai l'impression que dans votre livre, il y a un moment où vous suggérez l'idée qu'il faut en finir avec le mythe de la vocation. Enfin, ça n'existe plus. Oui, il faut arrêter de parler de vocation et il faut commencer par former très sérieusement les enseignants à des techniques pédagogiques. Parce que leur métier, c'est avant tout un métier qui a ses propres outils et qui sont pédagogiques. Alors, vous décrivez des élèves dont le désintérêt est total. Là encore, je vais vous citer, la cloche sonne comme une décharge électrique surpuissante. La sonnerie semble avoir pour seul but de réveiller les morts. Est-ce que vous voulez dire que les élèves sont totalement insensibles à l'enseignement, qui n'ont aucun goût d'apprendre et que pour eux, l'école n'a pas de sens ? Alors, je serais tenté de dire vos élèves à vous. Oui, alors en tout cas, les élèves que j'avais, ce que j'ai vu, mais il faut aussi comprendre comment se déroule une journée pour un élève. Elle est saucissonnée en plusieurs heures de cours, donc il voit de nombreux professeurs, de nombreuses matières, des professeurs souvent remplaçants qu'il ne reverra pas l'année suivante, des matières qui paraissent complètement cloisonnées. Pour un élève en difficulté, c'est très très difficile de s'en sortir, il n'a aucun repère. Et en plus, le professeur qu'il a face à lui, il est pris sous la contrainte des programmes. Un exemple très rapide, en classe de 3e, je dois faire une leçon sur les énoncés ancrés et coupés. Je ne sais pas qui sait ce qu'est un énoncé ancré et coupé. Voilà. Je vous l'expliquerai pas ce matin. En tout cas, mes élèves n'ont rien compris. Moi, je doutais de l'utilité de cette leçon. Et surtout, c'était des élèves de 3e. Qui, si on se réfère aux statistiques, n'avait que 60% de chances de réussir le brevet. C'était les statistiques à l'époque dans ce collège. Oui. Donc,
Voilà, moi ce que je Ça n'a dois pas de leur sens. proposer, Vous ça nous n'a dites ça n'a aucun pas de sens, Et ni pour eux ni pour vous. oui, Je vous cite toujours, je côtoyais la violence, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme religieux et même l'antiracisme devenu stupide. Alors ce matin, Armelle Lévy sur l'antenne d'RTL donnait la parole à ces jeunes profs qui vont enseigner pour la première fois. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Vos jeunes confrères qui arrivent aujourd'hui? moi je leur dirais de s'économiser le maximum. Il faut arrêter de se lancer dans le métier en croyant à une sorte de mission, comme si on allait sauver les pauvres enfants malheureux qui sont en face de nous. Il faut s'économiser et il faut revenir à un comportement pragmatique. J'exerce un métier, ce métier a des outils, il a eu des maîtres par le passé. Si l'IUFM a été incapable de m'apporter des conseils d'ordre pédagogique, une histoire de la pédagogie, eh ben, aux jeunes profs, je dirais, allez vous renseigner, allez voir ce qui s'est fait avant dans l'histoire et essayez d'utiliser ça comme vous pouvez. Vous dites souhaiter une authentique révolution pédagogique. Il se trouve qu'on expérimente dès demain et dans 124 établissements l'école le matin et le sport l'après-midi. Est-ce que c'est une solution et est-ce que vous y êtes favorable, vous, après ce que vous avez vécu? Moi, je trouve que c'est une bonne idée de laisser les élèves respirer un petit peu l'après-midi et de remettre en question le rythme scolaire. Par contre, ce que je me demande, c'est si on met le sport l'après-midi, est-ce que ce qui va se passer dans la matinée, ça revient pas à mettre une journée entière qui était déjà infernale en quelques heures? Voilà, moi je demande à voir qu'est-ce qu'on va faire de ces heures-là. Est-ce qu'on va enfin penser à regrouper les heures, par exemple, de français? Est-ce qu'on va enfin pouvoir créer des ateliers au sein des classes avec les élèves les plus en difficulté? Merci beaucoup, Émilie Sapiella, que je vous interromps. J'espère que vous avez envoyé votre livre à Luc Châtel, parce qu'à mon avis, ça va l'intéresser. Et je rappelle que l'école de la honte, votre témoignage, paraît aux éditions Don Quichotte. Et on va quand même souhaiter une très bonne rentrée à tous les profs qui nous écoutent. Évidemment, la rentrée pour aujourd'hui pour les profs et pour demain pour les élèves. Moi, j'ai une info pour vous. L'énoncé, alors on appelle l'énoncé ce qui est dit. Jusqu'ici, ça va à peu près. L'énoncé ancré correspond au discours et l'énoncé coupé correspond au récit. C'est cela? Ben, vous pouvez rentrer à l'Éducation nationale. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Je ramasse les copies.